toutes et à tous. Mon nom est Nathalie Barrette. Je suis chercheure à l'Institut EDS. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à cette table ronde organisée par l'Institut EDS en collaboration avec Ouranos et qui porte sur la synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, publiée en 2015. Avant de vous présenter nos invités, j'aimerais remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie pour leur appui financier dans le cadre de leur programme associé à la tenue de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Je tiens aussi à vous préciser que cette conférence est diffusée en direct sur le web et que la vidéo de celle-ci sera ultérieurement disponible sur le compte YouTube de l'Institut. La table ronde débutera par une présentation faite par chacun des invités. Vous entendrez successivement M. Robert Siron, Mme Hélène Côté et Mme Béatrice Osorio. Et de nouveau, M. Siron pour la conclusion. Leur présentation, d'environ 1 heure au total, permettra la tenue d'une période de questions de 30 minutes par la suite. Les auditeurs en ligne sont invités à transmettre leurs questions en utilisant l'adresse courriel indiquée. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos 3 invités. Tout d'abord, M. Siron, détenteur d'un doctorat en océanographie de l'Université de Marseille. Il a commencé sa carrière comme chercheur en écotoxicologie marine à l'INRS Océanologie à Rimouski. Par la suite, il a été engagé par l'Institut Maurice-Lamontagne du ministère des Pêches et Océans Canada pour mettre en place l'Observatoire du Saint-Laurent. Il a joint par la suite la direction de la conservation des écosystèmes marins de Pêche et Océans Canada à Ottawa, où il a agi comme coordonnateur national du programme de qualité du milieu marin, puis comme gestionnaire dans l'équipe de planification et de mise en œuvre de la gestion intégrée des océans. À ce titre, il a supervisé le cadre national de la gestion écosystémique et a participé à la délimitation des écorégions marines et des zones écologiques et biologiquement significatives. Il a représenté le Canada dans le groupe international d'experts sur les grands écosystèmes marins et dans le programme de protection de l'environnement marin pour le Conseil de l'Arctique. M. Siron est auteur et co-auteur de nombreux articles et communications scientifiques en sciences marines et en environnement. Il s'est joint à Ouranos en 2009 à titre de coordonnateur scientifique du plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, et ce jusqu'en 2013. En 2010, il a contribué à mettre en place le programme sur les écosystèmes et la biodiversité qu'il coordonne depuis. Il participe aussi depuis 2015 à la coordination du programme sur l'environnement nordique. Notre seconde invitée, Mme Hélène Côté, est détentrice d'une maîtrise en sciences de l'atmosphère et d'un baccalauréat en physique de l'Université du Québec à Montréal. Elle œuvre en modélisation régionale du climat depuis 21 ans et fait partie du groupe de simulation et analyse climatique d'Ouranos depuis 2002 à titre de spécialiste. Avec les années, elle s'est principalement consacrée au diagnostic des simulations climatiques régionales et à la vulgarisation de l'information sur le climat et les changements climatiques. Elle a contribué à plusieurs projets en agriculture et fait partie du comité de programme environnement maritime d'Ouranos. Finalement, notre 3e invitée, Mme Béatrice Osorio, est titulaire d'un baccalauréat en biologie et détient une maîtrise en évaluation environnementale de l'Université McGill. Elle a travaillé près de 5 ans dans le secteur privé en tant que spécialiste en environnement. Dans ce cadre, elle a participé à l'élaboration d'études d'impact environnemental et de programmes de suivi environnemental. Chez Ouranos depuis 2011, elle a collaboré à divers projets, en particulier à l'élaboration de la synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, publiée en 2015. J'invite donc M. Siron à l'avant pour commencer cette présentation. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je devrais dire bon après-midi, en fait. Tout d'abord, permettez-moi, au nom d'Ouranos et au nom de mes collègues, de remercier l'Institut Hydro-Québec Environnement, Développement et Société pour l'invitation à venir présenter cette synthèse des connaissances sur les changements climatiques, qui est, je dois le dire d'emblée, une publication majeure de notre groupe,
je pourrais même dire la principale publication d'Ouranos. Elle est majeure non seulement en termes de contenu et d'informations qui sont présentées, mais également en termes d'efforts qui ont été mis dedans. Et donc, vous allez en voir vous allez le voir dans les prochaines minutes. Donc, la façon dont on a prévu le déroulement de cette présentation, je vais dire quelques mots pour situer le document qu'on vous présente aujourd'hui dans son contexte. Ensuite, la présentation va s'articuler autour des 3 grandes parties de la synthèse des connaissances. Donc, ma collègue Hélène Côté viendra vous parler de la climatologie. Ensuite, Béatrice Osorio enchaînera en vous parlant des vulnérabilités, des impacts et de l'adaptation au Québec. Et finalement, je reviendrai pour vous présenter la partie 3 de la synthèse qui porte sur le processus et la mise en œuvre de l'adaptation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots de mise en contexte pour vous situer en fait le contexte dans lequel s'inscrit cette synthèse des connaissances. Alors pour ceux qui suivaient le dossier de l'adaptation au changement climatique au Québec depuis plusieurs années, peut-être que vous vous rappelez la première synthèse des connaissances qui avait été publiée en 2004 par Ouranos ou plus récemment la synthèse publiée en 2010. En fait, en 2015, on a décidé donc de publier une nouvelle synthèse des connaissances. Comme vous pouvez le constater, la synthèse a pris du poids. Elle s'est un peu laissée aller parce qu'effectivement, mais rassurez-vous, c'est un poids uniquement virtuel parce qu'on a décidé de ne plus l'imprimer en papier. Mais vous voyez, en fait, ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, je vous dirais, pour ceux qui suivaient le dossier, vous serez d'accord avec moi. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'efforts en recherche et développement, notamment sur les changements climatiques et plus particulièrement sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de rapports, de publications, ce qui fait qu'en bout de ligne, ça fait évidemment beaucoup d'informations dont il a fallu traiter. Et malgré nos efforts de nous concentrer sur les 5 dernières années pour la nouvelle synthèse, on aboutit quand même à un document qui fait plus de 400 pages. Et puis vous voyez, milliers de références, beaucoup plus documenté, plus de figures, de tableaux, etc. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, on n'en fera qu'un bref survol, évidemment. On va vous parler que des faits saillants, évidemment. On ne va pas passer à travers les 400 pages, rassurez-vous. En fait, le but de cette présentation, c'est finalement, à la fin, c'est que vous ayez le goût d'aller consulter le document, si vous ne l'avez pas déjà fait, et que, éventuellement, idéalement, on espère que ce document vous servira un peu de référence pour aller chercher d'autres pistes de réflexion. Alors, en quoi cette synthèse est nouvelle? Je viens de le dire, il n'y a plus de papier, ou presque plus. En fait, tous les documents sont disponibles sur le site web d'Ouranos, et ça fait partie, c'est en lien avec notre nouvelle politique de développement durable. La partie 1, donc sur l'évolution climatique, est beaucoup plus élaborée que dans les parties précédentes. Vous allez en avoir un bon aperçu avec la présentation qui suit. On a aussi, en fait, eu plus d'une centaine de projets, juste Ouranos, mais il y a d'autres projets de recherche à l'extérieur. Mais juste en termes de vulnérabilité, impact, adaptation, il y a eu évidemment beaucoup de projets de recherche qui se sont déroulés dans les 5 dernières années. Et puis la dernière partie qui s'intéresse plus au processus d'adaptation comme tel est une partie tout à fait nouvelle que vous ne retrouverez pas dans les versions précédentes. Alors pour ceux qui seraient un peu découragés devant un document de 400 pages pour le lire ou qui auraient tout simplement peut-être pas assez de temps pour le lire, je vous rassure, au début de chaque chapitre, on a extrait des faits saillants, thématiques, qui résument un peu ce que vous trouvez dans les chapitres. Et puis il y a aussi un sommaire d'une douzaine de pages. Et pour ceux qui veulent aller vraiment très vite, il y a un résumé de 2 pages. On a essayé de le faire en 1 page, mais on n'a pas réussi. Donc c'est 2 pages. Et donc du coup, ça offre plusieurs niveaux de lecture. Et puis c'était un peu le cas donc, de viser plusieurs niveaux aussi de gens avec des besoins différents. Alors, évidemment, c'était un processus collaboratif. En fait, mes collègues et moi, aujourd'hui, qui faisons la présentation, on a été impliqués dans la coordination du document et on a participé aussi à la rédaction de quelques chapitres. Mais derrière nous, il y a beaucoup d'auteurs et de co-auteurs des différents chapitres thématiques. Et derrière ces auteurs, il y a aussi beaucoup de collaborateurs, de gens qui ont révisé, qui ont validé les informations. Ce qui fait qu'en fait, au total, c'est plus d'une centaine de personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans
la publication de ce document et je tiens à leur donner crédit aujourd'hui. Et je laisse la place à ma collègue Hélène Côté. Bonjour, la plupart d'entre vous avez probablement déjà réalisé qu'en raison de sa nordicité, le territoire du Québec est appelé à avoir beaucoup de changements de son climat dans les années qui suivent. Et avant de plonger un peu plus dans le changement climatique, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous montrer un peu comment on s'y prend pour justement faire cette évaluation-là. Avant de regarder le changement climatique, il faut premièrement bien connaître le climat historique, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car nous devons nous fier à des observations de longues séries continues, fiables, de qualité, ce qui est disponible pour très peu de variables du système climatique, malheureusement. Mais quand on dispose de ce genre de séries, on est capable de calculer un certain nombre de statistiques et c'est en fait ce qui définit justement le climat. Donc, on calcule des normales avec des fenêtres de 30 ans en général. Un autre aspect important du climat, c'est la variabilité naturelle. Avec la composante interannuelle, on a besoin d'à peu près une trentaine d'années de données de qualité pour avoir une bonne idée de son ampleur. Mais pour ce qui est de la composante décennale, mais ça prend au moins des séries d'une cinquantaine d'années. Donc, il y a peu de variables pour lesquelles on peut avoir une bonne idée. On est intéressé aussi à calculer des tendances. Plus longue est la série, mieux c'est, particulièrement pour des variables qui ont une bonne variabilité décennale. Et évidemment, la valeur de la tendance va varier selon la fenêtre qui est considérée. Donc, c'est une information qui est toujours importante à conserver. Et plus la variable est affectée par la variabilité décennale, plus il est périlleux d'extrapoler justement des tendances calculées sur de courtes périodes. Un autre indicateur qui est extrêmement important pour plusieurs secteurs d'activité, c'est les périodes de retour des valeurs extrêmes. Donc, tout ça nous permet de faire le monitoring du système climatique, de bien comprendre les divers phénomènes et les mécanismes qui sont à leur origine et à valider les modèles climatiques. Quand on veut parler de changement climatique, on doit d'abord, vous en doutez bien, connaître les gaz à effet de serre, les concentrations observées pour ce qui est de la période historique. Et pour le futur, on doit se fier à des scénarios d'évolution de gaz à effet de serre dont je vais vous reparler un peu plus tard dans la présentation. Donc, on peut obtenir à partir des observations des scénarios, on peut obtenir les concentrations qu'on fournit à des modèles climatiques. On utilise deux types de modèles qui sont à base physique, c'est-à-dire qui sont basés sur la mécanique des fluides, grosso modo. Donc, il y a les modèles globaux qui sont c'est les plus anciens et les plus connus, qui ont une couverture planétaire, mais à une résolution grossière. Et comme toute dernière génération de ces modèles inclut maintenant le cycle du carbone, on les appelle depuis ce temps les Earth System Models. Le compromis qu'on doit faire en résolution grossière, ça pose des problèmes pour un certain nombre d'applications. Donc, on a une alternative à ça. C'est de raffiner la résolution, mais sur une portion du globe limitée. Ce sont des modèles régionaux de climat et nous en opérons un à Ouranos. Une fois qu'on a notre modèle climatique, on peut faire des simulations multidécennales, tant pour la période historique que pour le futur. À partir de ces séries simulées, on calcule les statistiques que j'ai mentionnées précédemment et on fait la différence entre les deux pour avoir le changement climatique. Cette procédure-là est répétée pour différents modèles de climat qui sont opérés par divers centres à travers le monde. Chacun des centres va produire plusieurs fois cette boucle-là en modifiant légèrement la configuration de leur modèle. Et en bout de ligne, ça nous crée les grands ensembles de projections de changement climatique, des grands ensembles internationaux. Les rapports du GIEC sont basés sur ces ensembles. Leur utilité, c'est de pouvoir estimer la marge d'incertitude sur les projections et aussi de déterminer les niveaux de confiance.
On dit du changement climatique qu'il est détectable ou significatif quand on est capable de faire la démonstration statistique que le changement projeté est supérieur à la variabilité naturelle observée. Donc, tant que le changement n'est pas assez fort et est masqué par la variabilité, on ne peut pas se prononcer si le climat va changer ou non. On dit qu'il est robuste quand le changement projeté excède la marge d'incertitude des projections climatiques. Les modèles ne sont pas parfaits, mais même s'il y a de l'incertitude, parfois le changement est tellement fort qu'il est bien au-delà des incertitudes des modèles, ce qui est le cas, par exemple, pour les températures. Les tests statistiques, c'est bien beau, c'est extrêmement utile, c'est précieux, c'est incontournable, mais ça ne dit pas toute l'histoire. Les modèles climatiques génèrent plusieurs dizaines de variables pour lesquelles notre connaissance est assez variable d'une à l'autre. Certaines, on les connaît très bien, on connaît bien les mécanismes sous-jacents. Pour d'autres, on sait finalement assez peu de choses. Donc, on vient un peu moduler les conclusions qu'on aurait simplement à partir des statistiques des ensembles par notre degré de confiance ou du niveau de connaissance qu'on a pour chacun des variables ou des phénomènes. Quand ça va très bien, pour les températures moyennes, par exemple, on a une excellente compréhension du phénomène. On dispose de multiples sources d'informations fiables et suffisamment longues. On sait que nos modèles sont capables de représenter correctement ce phénomène-là. Souvent, le signal de changement est assez fort, il est significatif et il est justifié dans le sens qu'on comprend parfaitement bien les mécanismes et les rétroactions qui mènent à ce changement-là. Souvent, dans ces conditions-là, on va avoir un fort consensus parmi les projections des modèles climatiques. À l'autre opposé du spectre, on a des phénomènes plus complexes comme le verglas, dont notre base scientifique est encore insuffisante malgré qu'il se fait énormément de travaux présentement. Donc, on ne comprend encore pas si bien que ça le phénomène. Souvent, il y a on a peu ou pas du tout d'observations et parfois, les modèles sont tout simplement une résolution trop grossière pour en prendre compte correctement. Et il y a l'entre-deux, bien évidemment. On détaille un peu ce genre d'informations-là dans la synthèse dans un tableau. Avec les années, les séries d'observations se seront rallongées. Il y a maintenant des tendances significatives pour certains paramètres du Québec qui sont maintenant significatifs. Donc, on sait que le climat a déjà changé pour ces paramètres-là. Certaines de ces tendances sont à la hausse, comme les températures moyennes pour toutes les régions, la fréquence des extrêmes chauds, les vagues de chaleur, la pluie au printemps et en automne dans le sud du Québec et les quantités de précipitations lors des jours les plus pluvieux dans le sud du Québec. Il y a d'autres tendances qui sont plutôt à la baisse. Sans surprise, la précipitation qui tombe sous forme de neige dans le sud du Québec, ce n'est pas encore significatif pour les autres régions, mais ça l'est dans le sud. La pluie en été et en automne dans le nord du Québec qui est en diminution. La fréquence des jours froids, tant de jours que de nuit. Les vagues, j'ai dit des jours froids, des extrêmes froids. Les vagues de froid en diminution. Et un qui est extrêmement important, on a déjà une diminution significative de l'étendue des glaces marines, tant dans le golfe du Saint-Laurent que dans la baie du Thon. J'ai mentionné tout à l'heure les scénarios d'évolution des gaz à effet de serre. Avec les années, il y a souvent vous avez peut-être déjà entendu qu'il y a des valeurs de changement climatique qu'on entendait parler avant, qui là sont changées un peu. La raison derrière ça, c'est que, par exemple, d'un rapport du GIEC à l'autre, il y a les modèles qui s'améliorent, mais parfois on change aussi la façon dont on élabore les scénarios d'évolution de gaz à effet de serre. C'est ce qui est arrivé du côté gauche. Ça, c'était ce qui a été servi à produire le 4e rapport du GIEC. Et du côté droit, c'est pour le tout dernier, le 5e. Donc, la nouvelle génération de scénarios, on les appelle les RCP pour Representative Concentration Pathway. Et en bout de ligne, ce que ça donne, c'est qu'on voit tous les deux que les courbes d'évolution montent de façon plus ou moins abrupte, mais on se rend compte que pour certains horizons temporels définis, mais la nouvelle génération donne des valeurs de réchauffement plus marquées que l'ancienne génération.
Pour la plupart des variables, ça ne changera pas drastiquement la conclusion sur le changement climatique, ça va simplement changer les valeurs. Par contre, il y a d'autres phénomènes où là, ça a vraiment de l'importance, le fait que ça soit plus chaud, ça change un peu l'histoire, et je vais vous en parler plus tard avec 2 exemples très concrets. Évidemment, il y a plus d'informations dans notre document de synthèse. Depuis la fin de la rédaction du document, il y a eu l'accord de Paris, perfectible, mais non moins historique, qui confirme l'objectif de maintenir le seuil d'augmentation de température en dessous de 2 degrés. Ce que ça veut dire concrètement, ce 2 degrés-là, c'est la moyenne mondiale du réchauffement vers 2100. Vous vous doutez bien que ce 2 degrés-là ne sera pas uniforme sur la planète. Vous avez sûrement entendu dire que les régions nordiques se réchauffaient plus fortement que les régions tropicales. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants qu'est-ce que ça représente pour le Québec. Si on se reporte sur le graphique, on se rend compte que la limite de 2 degrés, ça correspond grosso modo au RCP 4.5. Donc, pour les 4 grandes régions climatiques, je vous montre un tableau qui montre le réchauffement moyen, annuel moyen, donc c'est la valeur qui correspondrait aux 2 degrés. Et je vous le montre pour 3 fenêtres temporelles. La première qui est dans les toutes prochaines années d'ici 2040. Et je vous montre du côté gauche ce qui arriverait avec RCP 4.5 si l'accord de Paris fonctionne. Et pour le 8.5 qui serait le scénario un peu de l'échec de l'accord, le laisser-aller ou ce qu'on appelle souvent le business as usual. Donc, on voit, pour les prochaines années, les 2 scénarios donnent des valeurs très proches les unes des autres. C'est normal, les courbes sur le graphique précédent étaient proches l'une de l'autre, donc on s'attend à ce genre de résultats-là. Mais on voit que déjà, dans les prochaines années, il y a plusieurs modèles climatiques qui nous... je viens de me rendre compte que je bouge ma flèche n'importe comment. Il y a plusieurs modèles nous donnent déjà des réchauffements qui sont de l'ordre de 2 degrés. Si on regarde vers le milieu du siècle, bien, on est amplement au Québec dans le 2 degrés. Certains nous donnent des valeurs qui sont plus proches de 3 et 4 degrés et qui seraient bien pires avec le 8.5. Et pour la fin du siècle, bien là, grosso modo, ce qu'on a au Québec, c'est le double de la valeur moyenne mondiale. On dirait au moins 2 fois le 2 degrés. Et avec des réchauffements, on ne peut même pas dire que ça donne froid dans le dos parce que ça ne sera plus froid du tout pour le 8.5. Ça, c'est la valeur annuelle. Dans le tableau de la synthèse, vous allez voir les valeurs saisonnières. Et pour le nord du Québec, puis même pour les autres régions, les réchauffements hivernaux, moi, je ne m'habitue pas de voir ces chiffres-là, même si ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. Donc, ça veut dire que le 2 degrés mondial, là, ce n'est pas 2 degrés au Québec, c'est au moins le double. Donc, avec les années, il y a des projections qui, elles, se confirment que ça n'a pas changé, c'est simplement un peu les amplitudes des changements. Sans surprise, les températures moyennes, les températures extrêmes minimales et maximales, les degrés jours de croissance, la longueur de la saison de croissance et le niveau relatif de la mer dans le golfe du Saint-Laurent. On s'attend aussi à des quantités de précipitations plus élevées en hiver et au printemps partout au Québec. Et pour ce qui est du nord et du centre du Québec, ces quantités-là seraient aussi plus élevées en été et en automne. Et ça a des conséquences sur les débits moyens des rivières, sur les débits hivernaux qui on projette des augmentations vers le milieu du siècle partout au Québec. Plusieurs études dans le monde en font la démonstration. On s'attend à ce que les valeurs extrêmes, tant pour les températures que les précipitations, subissent des changements plus marqués que pour les valeurs moyennes. Il y a d'autres projections qui sont à la baisse. Évidemment, tout ce qui a rapport au froid, donc les jours de gel, la durée de l'enneigement, la neige au sol pour le sud, le centre et la région du Golfe. Il y aurait les débits moyens des rivières du sud du Québec au printemps, en été et en automne qui devraient diminuer et de façon drastique les glaces marines, tant dans le Golfe que dans la baie d'Hudson. Depuis les derniers documents de synthèse, mais aussi avec les derniers rapports du GIEC, puis avec les séquences d'observation plus longues, il y a des choses qu'on a apprises. On a maintenant une tendance significative à la baisse de la durée de l'enneigement au Québec. Dans le sud, c'est de l'ordre de 2 jours
par 10 ans. Et même pour le nord du Québec, même si les séries sont moins longues, ça débute une semaine plus tard, 1 à 2 semaines plus tard, et finit 3 à 4 semaines plus tôt qu'il y a 30 ans. Et ça a des effets majeurs sur le pergélisol dans les régions nordiques. La quantité maximale de précipitations sur 5 jours consécutifs est en hausse, surtout pour l'extrême sud. Et on a constaté aussi avec plus d'observations que l'activité cyclonique, c'est-à-dire les dépressions, les tempêtes, est affectée d'une assez forte variabilité décennale. Résultat majeur et très important à propos des pluies maximales, pour la période historique, se considérait comme un extrême qui avait une période de retour de 20 ans, c'est-à-dire une probabilité d'une année sur 20 de survenir. Bien, vers le milieu du siècle, c'est plus 1 sur 20, c'est 1 sur 10 ou 1 sur 7. Ça change beaucoup la donne en planification pour dans toutes sortes de secteurs d'activité. Quelque chose qui est assez flagrant avec les grands ensembles de projections, il y a peu de régions au monde où c'est le cas, c'est qu'il y a une unanimité parmi les modèles climatiques en ce qui a trait aux augmentations des indicateurs de précipitations abondantes et extrêmes pour toutes les régions du Québec. Les amplitudes varient, mais tout le monde va dans le même sens. L'assèchement estival des sols dans la zone racinaire, surtout pour le centre du Québec. Les sécheresses, c'est un problème extrêmement complexe, mais pour cet indicateur-là particulièrement, on commence à avoir des résultats qui sont plus tangibles. Et on aura une augmentation de la météo favorable aux feux de forêt et une diminution du niveau relatif de la mer dans la baie du Tson. Peut-être que ça vous surprend, mais la raison, c'est que le mouvement ascendant de la croûte terrestre en raison du rebond post-glaciaire est tellement fort qu'il compense la hausse du niveau des océans. Par contre, au niveau des océans, le perfectionnement des modèles de calottes glaciaires qui devraient avoir dans les prochaines années vont probablement venir ajuster ce genre de conclusion-là. Donc, ça risque de changer. Parmi les choses qui ont changé, et sur lequel je veux attirer votre attention, c'est l'équivalent en eau de la neige dans le nord du Québec. Selon le RCP 8.5, ce qu'on remarque, c'est l'augmentation de précipitations dans le nord du Québec d'ici 2040. L'augmentation de précipitations va encore contribuer à faire augmenter le couvert de neige au sol. Mais dès le milieu du siècle, les températures vont avoir tellement réchauffé que ces précipitations additionnelles-là ne contribuent plus au couvert de neige. Ça veut dire que ça tombe plus souvent en pluie qu'auparavant. Dans la génération précédente de modèles, on avait ce phénomène-là simplement pour la toute fin du siècle. Maintenant, avec les nouveaux scénarios, encore une fois, si Paris ne fonctionne pas, c'est dès 2040 que ça commence à apparaître, ce processus. Pour les tempêtes aussi, ça a changé un peu les conclusions. Ce qu'on note, c'est une baisse, ce qu'on anticipe, c'est une baisse d'activité sur les grandes trajectoires de tempêtes qui passent en Amérique du Nord et qui finissent toutes par passer par le Québec d'une manière ou d'une autre. On s'attend aussi maintenant à moins de dépressions intenses, et ça, c'est un changement majeur par rapport au rapport précédent. Et on pensait avant que toutes les trajectoires allaient se déplacer vers le nord à travers le globe, mais pour ce qui est de l'Amérique du Nord, on pense que seulement celle qui longe la côte est américaine va subir ce genre de décalage. Ça reste un résultat qui a un degré de confiance limité parce que l'analyse pour les tempêtes, on a encore beaucoup de travail scientifique à faire pour la compréhension des phénomènes et les résultats ont tendance à varier aussi selon les méthodes d'analyse. Il y a une foule de variables pour lesquelles on peut malheureusement pas tellement se prononcer présentement sur les changements climatiques, soit qu'on manque d'observation, on comprend mal les phénomènes, ou on a encore en fait beaucoup de travail à faire de ce côté-là, et on s'attend à pouvoir, les travaux qui sont en cours présentement, tant au Aranos qu'à travers le monde, devraient pouvoir nous en dire un peu plus dans les prochaines années. Bonjour. Alors, on est arrivé à la partie 2 qui porte sur les vulnérabilités, impact et adaptation. Alors, notre objectif pour cette partie était vraiment de montrer de nouvelles connaissances parce que, comme Robert l'a mentionné, depuis notre dernière synthèse en 2010,
Il y a eu beaucoup de recherches sur les vulnérabilités, les impacts et l'adaptation. On a aussi réfléchi par rapport à ce qu'on peut dire maintenant avec plus de confiance qu'avant. Dans cette partie, l'information est divisée dans 5 grands enjeux qui sont vraiment très liés à les stratégies, à les 5 thématiques de la stratégie québécoise en adaptation au changement climatique. Vous pouvez les voir sur l'écran. On parle de la prospérité économique, la santé, les bâtiments et les infrastructures, etc. Et j'aimerais vous dire aussi que la section sur la prospérité économique est divisée en 5 chapitres qui portent sur la foresterie, l'agriculture, le tourisme, la pêche et l'aquaculture et aussi l'énergie. Et on va faire un survol rapide sur chaque thème. Alors, pour ce qui concerne la foresterie, on voit très clairement qu'il y a des impacts positifs qu'on peut voir comme des opportunités, mais il y a aussi des impacts négatifs. Ce n'est pas clair pour le moment quel va être le bilan, mais par exemple, au côté impact positif, on s'attend à un allongement de la saison de croissance, aussi à l'introduction de nouvelles variétés et aussi à la possibilité de planter de certaines espèces plus au nord. Et pour les impacts négatifs, c'est sûr qu'il va y avoir un stress hydrique, un changement dans la composition des espèces et aussi la pression des insectes, les feux de forêt et le risque du gel au sol, tout qui est très endommageable pour les forêts en général. Donc, comme je vous dis, les bilans nets de qu'est-ce que ça va arriver avec les impacts positifs et négatifs, ce n'est pas clair pour le moment. Alors, pour l'adaptation en foresterie, ça va être très important d'inclure la souplesse dans la gouvernance. Et ici, au Québec, c'est sûr que ça se joue à 2 niveaux. On part du gouvernement qui fait la gestion des forêts, mais aussi il y a des gens sur le terrain. Alors, ça va être très important de voir comment introduire ces souplesses-là à ces 2 niveaux. Il y a des autres actions qu'on peut mettre en place, mais ça va être surtout d'avoir une forêt plus diversifiée, parce qu'en fait, ça va aider justement à avoir aussi que la forêt soit plus résiliente à faire face aux aléas climatiques. Dans le secteur de l'agriculture, on voit aussi une situation très semblable qu'en foresterie. On a des impacts positifs et négatifs. Du côté positif, c'est justement l'augmentation de la croissance, l'introduction de nouvelles essences et aussi la possibilité de planter certaines espèces plus au nord. La différence dans ces cas ici, c'est justement qu'il va y avoir une diminution des besoins en chauffage, ce qui est bon justement pour les cultures sur serre. Et dans les impacts négatifs, mais on voit encore une fois la pression accrue des maladies, des insectes, les risques de gel au sol et tout ce qui est relié à l'augmentation des événements extrêmes. Donc, encore une fois aussi, pour l'agriculture, le bilan net n'est pas clair. Par contre, en matière d'adaptation, c'est sûr que le secteur agricole a un atout parce que c'est un secteur très dynamique. Il y a déjà des agriculteurs qui font sur le terrain des actions qui sont, sans que ce soit le but, sont reliées les actions à l'adaptation. Par exemple, on sait que les agriculteurs maintenant cherchent de nouvelles façons de faire face aux ennemis des cultures. Et ça cadre très bien avec les stratégies phytosanitaires et aussi le plan d'action du changement climatique. Donc, pour l'adaptation dans ce secteur, ça va être très important de continuer l'innovation et surtout de garder la cohérence entre les actions sur le terrain et aussi les actions du gouvernement. Pour la pêche et l'aquaculture, dans ce secteur, c'est sûr qu'il faut faire encore plus de recherches sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. On peut dire de façon générale qu'on va avoir des impacts indirects, multiples, en cascade et cumulatifs sur les habitats essentiels. C'est sûr qu'il va y avoir un impact en général sur les activités d'aquaculture et pêche. Et en adaptation, il y a déjà plusieurs mesures qui sont répertoriées ailleurs, mais il reste à voir comment on va mettre en place ces mesures pour le Québec. L'important, en tout cas, ça va être d'inclure ces mesures-là dans un cadre de gestion écosystémique. Contrairement à ce qu'on a vu pour le secteur précédent, dans le secteur de l'énergie, le bilan est plus clair. On sait que le bilan va être positif sur le plan de la consommation de l'énergie.
on s'attend à une diminution de la demande pour les chauffages en hiver et l'augmentation de la demande de climatisation en été. Et comme vous le voyez dans la figure, ça c'est vrai pour le secteur résidentiel et aussi pour le secteur commercial et institutionnel. Donc, l'adaptation doit cibler vraiment l'adaptation des règles de gestion, soit par la mise en place de mesures non structurales et aussi des mesures structurales, dont Robert vous parlera plus tard dans quelques minutes. Pour le secteur tourisme, encore une fois, mais c'est sûr, c'est un secteur qui est très lié au climat. Et il y a plusieurs enjeux. On parle de la clientèle, des produits, des images, des coûts. Le bilan n'est pas clair pour le moment. Les dernières informations qu'on a, c'est qu'il va y avoir des gains estivaux parce qu'on s'attend à avoir des étés plus longs. Mais par contre, on ne sait pas sûr si ça va être suffisant pour compenser les pertes parce qu'il va y avoir moins de neige. Donc, il reste à voir qu'est-ce que ça va arriver. L'important aussi, encore une fois, c'est que le secteur touristique est un secteur très proactif. Ils sont déjà dans l'idée qu'il faut faire quelque chose. Et je voudrais mettre le focus sur le secteur du ski alpin parce qu'en fait, c'est le secteur plus innovant. Ils font déjà plusieurs activités. Et c'est un secteur qu'on pourrait prendre comme exemple pour le domaine du tourisme. Dans le secteur de la santé, mais les impacts sont vraiment très bien identifiés. On parle d'une augmentation des îlots de chaleur urbains et des vagues de chaleur extrêmes. Aussi, à cause des températures qui montent, la saison des pollens et des feux de forêt va s'allonger. Et donc, ça serait lié aux problèmes respiratoires et cardiovasculaires. On parle aussi des zoonoses et des vecteurs de maladies. On pense à la tique, par exemple, et à des maladies qui vont être associées à la diminution de la quantité et de la qualité de l'eau. En adaptation, dans ce secteur, les actions se font dans plusieurs niveaux. On parle par exemple au niveau du règlement, de la mise à niveau du règlement québécois pour l'assainissement de l'atmosphère. On parle aussi de la stratégie québécoise pour la réduction des pollens allergiques qui est en train d'être élaborée. Pour la lutte contre les îlots de chaleur urbaine, il y a 40 projets qui ont été déjà évalués, et justement pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette problématique. Et aussi, on a fait des efforts pour mettre en place un système de surveillance et de prévention pour justement avertir à la population quand il y aura des vagues de chaleur extrêmes. Pour le secteur des bâtiments et d'infrastructures, ça va être très important de tenir en compte l'interdépendance par rapport aux impacts. Parce que c'est sûr qu'on parle du cadre bâti, mais ce n'est pas juste ça. Il y a des infrastructures portuaires, d'électricité, en énergie, qui sont tous reliés et les impacts affectent à tous en même temps. Il faut aussi tenir en compte que la conception des bâtiments et infrastructures ont été conçus en tenant compte des climats passés. Donc, on ne sait pas s'ils sont vraiment sont plus vulnérables au changement climatique. On parle aussi des structures plus vieillissantes. Et dans ce secteur, les enjeux qui sont les mieux documentés sont les dégels de perte de sol, l'érosion, la gestion des eaux de pluie et la dégradation des chaussées. Donc, pour l'adaptation, ça va être très important de revoir les normes qui touchent aux aspects d'entretien, de gestion et de conception des bâtiments et des infrastructures. Et surtout, parce qu'à cause de l'interdépendance, ça va être très important de parler de la collaboration entre plusieurs secteurs. Et ça, parfois, amène à avoir des changements de comportement parce que ce n'est pas souvent trop facile de mettre plusieurs parties prenantes à travailler ensemble. Et quand on parle des changements de comportement, on parle aussi de l'adaptation transformative dont Robert va vous parler dans quelques minutes aussi. Pour la biodiversité et services écologiques, les grands impacts qu'on attend, c'est justement le déplacement des aires de répartition vers le nord. Et ça implique que plusieurs espèces vont arriver au Québec, et ça inclut des espèces envahissantes et nuisibles. Les écosystèmes nordiques qui sont déjà très vulnérables au changement climatique vont être affectés. Alors, on ne sait pas non plus qu'est-ce que ça va arriver, parce qu'en fait, l'interaction des espèces, c'est quelque chose à mieux comprendre encore. Et pour ça, l'adaptation doit vraiment cibler le développement des outils d'aide à la décision. Dans ce cas ici, par exemple, on peut parler de la modélisation des corridors écologiques
ou de l'évaluation des risques d'invasion biologique. Dans le secteur ou les chapitres sur les enjeux transversaux, on touche à deux aspects. En premier, la gestion de l'eau, et les impacts sont vraiment très bien identifiés, comme vous le voyez. Et on parle de la variabilité des extrêmes, des étiages plus sévères en été, des sécheresses aussi plus sévères, et en augmentation des inondations et des crues, tout qui peut créer des risques de conflits d'usage. Il y a vraiment plusieurs mesures qu'on peut prendre, mais je voudrais parler de la mesure d'espace de liberté, parce qu'en fait, cette mesure, c'est très important parce qu'elle permet d'augmenter la résilience des cours d'eau. Donc, en laissant une mobilité accrue pour avoir la plaine inondable. Dans la figure en bas, vous pouvez regarder en rouge et en bleu, justement, ces espaces de liberté pour la rivière de la Roche. Et dans la figure à côté, on montre comment cette mesure d'adaptation, c'est aussi économiquement favorable. Alors, pour finir, le chapitre 6 sur les enjeux transversaux part sur l'aménagement du territoire. Ici, on parle des milieux urbanisés et des milieux naturels. C'est sûr que dans les milieux urbanisés, on a vu déjà les infrastructures et l'interdépendance, mais on parle aussi du cadre bâti et d'un tissu social qui est toujours en évolution. Donc, c'est avoir tous ces aspects-là. Et l'impact le plus direct, ça va être l'augmentation de l'intensité, la durée et la fréquence des événements météorologiques extrêmes. Donc, l'adaptation doit vraiment cibler les aspects vulnérables. On parle des infrastructures, des populations et tous les secteurs à risque. Et ça va être très important d'approfondir les bases scientifiques pour l'adaptation écosystémique. Et on donne ici 12 exemples de mesures, c'est la conservation des écosystèmes et aussi renforcer la connectivité. Bon, on est déjà rendu à la troisième et dernière partie de cette grande publication. Donc, en fait, la partie 3, attendez, je reprends ma voix. La partie 3 reprend en quelque sorte les informations qui ont été présentées dans la partie 2, mais alors que la partie 2 les présentait de façon, c'est-à-dire sous forme de domaine thématique ou sous forme sectorielle, la partie 3 les présente plus sous une perspective transversale et sous une information croisée. Et en fait, elle décortique le processus. Et en fait, on pourrait voir la partie 3 un peu comme une boîte à outils. C'est la boîte à outils de l'adaptation dans laquelle on peut éventuellement puiser des idées ou des outils pour mettre en place véritablement une adaptation au changement climatique au Québec. Et en fait, c'est aussi une façon de présenter un peu la réflexion que Ouranos a eue depuis maintenant une dizaine d'années. On estimait qu'on était capable d'apporter notre petit grain de sel dans cette grande thématique d'adaptation au changement climatique. Alors, commençons par des constats généraux d'abord. Il se fait de plus en plus de recherches sur l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est autant à l'échelle internationale qu'à l'échelle du Québec. Et d'ailleurs, certains experts pensent même, en fait, disent même qu'on est en train de voir l'émergence d'une science de l'adaptation. Alors, juste un indicateur parmi les autres. Entre les deux rapports du GIEC, donc entre 2007 et 2014, le GIEC estimait que les publications scientifiques sur la vulnérabilité, les impacts et l'adaptation, tout confondu, avaient pratiquement doublé. Ce qui est quand même assez exceptionnel alors que ça fait juste 7 ou 8 ans. Et finalement, on peut penser qu'il y a encore un momentum pour l'adaptation au changement climatique, et ce, autant à l'échelle nationale qu'internationale. À l'échelle nationale, on a déjà parlé de la stratégie d'adaptation au changement climatique du gouvernement du Québec et du plan d'action qui l'accompagne, le PAC 2020. Et à l'échelle internationale, évidemment, le dernier rapport du GIEC en 2014, celui qui concernait l'adaptation, et évidemment, plus récemment, on en a parlé, la COP 21 et les accords de Paris en 2015, où il a aussi été question d'adaptation et pas uniquement de réduction des gaz à effet de serre. Donc je pense qu'on peut dire qu'on surfe encore sur le momentum, et puis c'est important d'en profiter. Alors,
au début d'une présentation qui s'intéresse au processus d'adaptation, évidemment, il faut donner une définition. En fait, le défi, c'était de trouver une définition la plus simple possible d'un processus qui est quand même, somme toute, très complexe. Donc celle qu'on a utilisée, là, qui est reprise du GIEC, elle tient en une ligne, ce qui est pas mal quand même. C'est une démarche d'ajustement au climat actuel et attendu, ainsi qu'à ses conséquences. Il y a d'autres définitions, mais en gros, c'est celle-ci. Et puis, on peut aussi voir qu'elle peut s'appliquer autant au système humain qu'au système naturel. Mais au-delà de la définition de l'adaptation, comme je vous dis, des experts pourraient en trouver d'autres, elles seraient toutes aussi valables les unes que les autres. Ce qui est important de surtout garder en tête, c'est que l'adaptation n'est pas une fin en soi, ni une solution, mais c'est véritablement un processus. Et pour vous en convaincre, je reprends ici l'exemple, en fait le schéma qui a été mis dans ce chapitre sur l'adaptation, qui montre en fait assez clairement que c'est effectivement un processus qu'on peut qualifier de continu, progressif et itératif. Et puis c'est cette abondance de flèches de plus en plus épaisse, avec de plus en plus de couleurs, qui essaye d'illustrer ça. En fait, c'est un schéma qui va m'aider à structurer le reste de cette présentation, donc je vais y revenir plusieurs fois. Alors on peut se poser la question, qu'en est-il au Québec ? Et puis là, vous avez vu dans la partie 2 qu'on a déjà commencé à parler d'adaptation de différents secteurs, mais plus globalement, en fait, ici on a repris les informations qui sont tirées du plan stratégique 2014-2020 d'Ouranos, qui essayait de faire un peu un état de la question où on en est en termes d'adaptation au Québec. Et puis vous allez voir qu'évidemment, ça dépend beaucoup des secteurs et des domaines d'activité. Alors très rapidement, pour des domaines ou des enjeux qui sont émergents, comme par exemple les pêches et l'aquaculture, les vulnérabilités des communautés, des populations et aussi les bâtiments, on est encore à l'étape de la prise de conscience. Donc de vraiment faire prendre conscience aux acteurs de ces domaines qu'il y a un problème de changement climatique et qu'il faut s'adapter. Par contre, pour des enjeux ou des secteurs qui ont déjà bénéficié de certaines recherches dans ce domaine dans les dernières années, en particulier en agriculture, en tourisme et aussi dans le domaine de la biodiversité, on est déjà rendu à l'étape de la préparation. C'est-à-dire que là, on commence à regarder un peu, à essayer d'analyser les options, de quantifier les risques, de quantifier les impacts autant biophysiques que socio-économiques pour justement essayer de mieux cerner les risques pour pouvoir être prêt à mettre des mesures d'adaptation. Dans le secteur de la gestion de l'eau, des ressources hydriques et des infrastructures municipales, je vous dirais que ce secteur a déjà, depuis de nombreuses années, fait des analyses autant hydroclimatiques que socio-économiques. Et donc, il est déjà sur le point de commencer à mettre en place des mesures d'adaptation. C'est un peu la même situation pour le secteur hydroélectrique qui est aussi à la phase de l'adaptation. Évidemment, là, juste une parenthèse pour vous dire que dans chacun de ces secteurs, il pourrait y avoir des cas particuliers, mais là, on dresse un bilan, évidemment, un survol assez grossier quand même de tous ces secteurs, et puis vous pouvez trouver des détails dans la synthèse. Finalement, pour des enjeux qui sont, j'allais dire, d'actualité, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à l'adaptation au changement climatique, des enjeux comme le dégel du pergélisol dans le nord ou l'érosion côtière. Il y a déjà eu des mesures d'adaptation qui ont été mises en place dans les dernières années, et je vous dirais que sur ces enjeux, on est déjà rendu à commencer à évaluer l'efficacité de ces mesures et éventuellement passer à la phase 4 qui est une phase d'ajustement. Et c'est aussi une situation semblable pour la santé. Donc vous voyez que selon les secteurs, évidemment, on n'est pas rendu au même point. Alors, la sensibilisation, je vous dirais que la sensibilisation des acteurs et des parties prenantes, tout commence par là, parce que si ces gens ne sont pas sensibilisés, il ne se passera rien, tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est de les sensibiliser, évidemment. Puis là, je vais donc détailler un peu plus au niveau de la sensibilisation et de l'éducation, qui sont souvent traités de façon en même temps, disons. Évidemment, on doit d'abord dire qu'elle contribue à la capacité d'adaptation de la société. Ça, je pense que tout le monde en est bien convaincu. C'est un thème récurrent dans tous les secteurs et à tous les niveaux, aussi bien des décideurs, gestionnaires que les citoyens.
Il y a des efforts qui sont encore nécessaires dans tous les secteurs, surtout dans les secteurs publics et privés, et en particulier au niveau des entreprises du secteur primaire. Ce qui se comprend assez facilement dans la mesure où, justement, c'est les entreprises pour lesquelles les activités sont le plus sous l'influence des changements du climat et de la variabilité climatique, et donc aussi, bien sûr, des changements climatiques. La sensibilisation est inégale parce que, selon les secteurs, les besoins sont aussi différents. Et puis le dernier point important, c'est que les jeunes, c'est véritablement le groupe cible qu'il faut vraiment cibler pour faire de la sensibilisation et de l'éducation. Puis ça, je pense que c'est très général, ça vaut pour l'adaptation, mais pour bien d'autres domaines, évidemment. Puis là, je vous donne juste un exemple, l'exemple du programme Avativut, la science au Nunavik, qui vise en fait à stimuler l'intérêt des jeunes du Nunavik pour les sciences en les amenant sur le terrain et en les faisant participer à de la collecte d'échantillonnage, notamment pour mesurer les changements climatiques. La deuxième étape, c'est l'étape de la préparation. Celle-ci doit s'appuyer sur deux grandes activités qui sont d'abord de comprendre les enjeux et les problématiques, et puis aussi d'identifier les stratégies et les options d'adaptation. Puis là, j'ai plusieurs diapos qui vont s'attarder sur les options d'adaptation, parce que vous allez voir qu'en fait, comme je vous disais, le coffre à outils est déjà bien rempli. Le défi, c'est pas tant d'en trouver des nouvelles, mais c'est plutôt de savoir laquelle on doit choisir, laquelle est la plus pertinente selon la situation et selon les acteurs en présence. Alors, il y a évidemment beaucoup, vous vous en doutez, il y a beaucoup de façons de présenter ou de catégoriser les mesures d'adaptation. Nous, on a décidé de suivre celle qui était la nomenclature qui était préconisée par le GIEC et qui était utilisée par le GIEC, qui voit deux grandes mesures d'adaptation, celles qui sont de nature incrémentale et celles qui sont de nature transformative. Alors, les mesures d'adaptation incrémentale, en fait, c'est des mesures qui visent à maintenir l'intégrité d'un système qui existe déjà pour qu'il puisse s'ajuster au fur et à mesure aux changements. On distingue trois grandes catégories: les options physiques structurelles, les leviers institutionnels et le savoir et l'information. Je vous dirais que c'est principalement ces catégories d'adaptation qui sont suggérées pour le Québec ou qui sont déjà mises en place, ou en tout cas qu'on considère à mettre en place. Mais il arrive parfois que, malgré ces mesures d'adaptation, les limites sont atteintes et que ces mesures ne permettent pas, dans certains cas, de s'adapter véritablement au changement climatique. Et donc, ça prend des mesures qui sont, je dirais, plus radicales ou plus fondamentales. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on décrit sous le terme des mesures transformatives. Où là, par exemple, ce sont des mesures d'adaptation qui vont entraîner des changements importants. Alors, ça peut être des changements à grande échelle ou à haut niveau, en général, niveau national ou international. On peut aussi penser à des nouvelles options, donc qui sont nouvelles, par exemple, pour une région donnée, qui sont nouvelles pour une ressource, ou aussi des nouvelles options pour un système donné. Et finalement, c'est aussi des options d'adaptation qui entraînent une transformation profonde. Par exemple, qui changent complètement un endroit ou des emplacements, ou qui bouleversent complètement une activité. Parfois, certains experts pensent qu'à un moment donné, c'est peut-être des mesures aussi fondamentales que ça, aussi radicales qu'il faudra peut-être mettre en place. Mais je vous dirais qu'au Québec, la plupart des options, c'est vraiment des options incrémentales, et puis c'est de celles-ci dont je vais surtout vous parler. La première d'entre elles, donc dans l'adaptation physique et structurelle, c'est les options d'ingénierie. Bon, j'ai relevé quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres dans la synthèse. Je ne vous les nommerai pas tous, vous pouvez les lire et vous référer aux documents. C'est des exemples qui peuvent être pris dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine hydroélectrique, de l'hydroénergie, par exemple la modification des canaux d'amener ou des évacuateurs de crues dans les centrales d'Hydro-Québec, par exemple. Le redimensionnement des ouvrages ou la relocalisation des prises d'eau potable pour certaines municipalités, notamment celles qui s'alimentent dans les rivières. L'utilisation de matériaux réfléchissants, l'aménagement de toits verts. Alors pour les gens de l'Université Laval, vous reconnaissez probablement le pavillon de Coninck.
sur la photo du centre. On parle aussi de modification de la géométrie de la conception des chaussées. Ici à droite, c'est un exemple tiré du projet Arculuc qui est fait en collaboration avec le Centre d'études nordiques et qui en fait cherche à identifier ou à adapter les infrastructures linéaires qui sont construites sur le pergélisol. Alors moi aussi, j'ai mon petit post-it jaune. Donc je vous invite à aller voir, il y a beaucoup plus d'exemples qui couvrent plus de domaines, de secteurs dans les tableaux de la synthèse et qui sont appuyés par de nombreuses références aussi. La deuxième catégorie, toujours dans les adaptations physiques et structurelles, c'est ce qu'on appelle les options technologiques. Donc là aussi, plusieurs secteurs en bénéficient, autant en foresterie qu'en agriculture. Dans les deux derniers points, peut-être plus nouveaux, c'est le développement d'outils géomatiques et de systèmes d'information géographique pour cartographier des habitats vulnérables, par exemple les milieux humides. J'en montre un exemple ici en haut à droite. Ou des zones à risque. Alors là, de zones à risque, on peut parler à risque d'inondation, risque en termes de dégel de pergélisol dans le nord, ou risque d'îlots de chaleur urbains. Puis pour ne pas faire de jaloux, comme tout à l'heure, vous avez vu passer la carte des îlots de chaleur urbains de Montréal, j'ai décidé de mettre celle des îlots de chaleur urbains de Québec, qui est disponible sur le web. Finalement, on a aussi des systèmes d'alerte précoce. Et puis là, ça touche par exemple le secteur de la santé, l'agriculture, par exemple, d'alerte aux sécheresses, ou la gestion des cours d'eau. Et là, on parle plutôt d'alerte au faible débit en été, par exemple. Et puis là aussi, beaucoup plus d'exemples sont mentionnés dans la synthèse, appuyée par de nombreuses références. Finalement, la troisième catégorie d'adaptation physique et structurelle, c'est ce qu'on appelle les options basées sur les écosystèmes ou adaptation écosystémique. Là aussi, on parle par exemple de l'aménagement forestier écosystémique en est un bon exemple pour la gestion durable des ressources forestières. Vous avez tous entendu parler de la préservation de bandes riveraines, l'aménagement de structures agroforestières. C'est l'exemple de la photo en bas à gauche, qui consiste finalement à planter des arbres en milieu agricole. Et puis l'aménagement d'infrastructures vertes, ça c'est un mot un peu plus à la mode en ce moment, qui apparaît depuis quelques années, les infrastructures vertes en milieu urbain. C'est quoi? C'est tout simplement des aménagements, comme par exemple ici, sur la photo du milieu, vous avez un bassin de rétention des eaux pluviales en milieu urbain, qui peut permettre de soulager sûrement les stations d'épuration qui sont maintenues à grands frais. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus naturel. Ou aussi à droite, corridor vert dans une rue qui permet donc d'établir ou de développer un îlot de fraîcheur pour contrer les îlots de chaleur urbains en pleine ville. Et puis la préservation des espaces de liberté des cours d'eau dont nous a déjà parlé Béatrice pour la régulation des débits. Ce ne sont que quelques exemples. Et puis là, il y a beaucoup de références, autant provenant de la littérature au Québec que de la littérature internationale qui traite de ces options d'adaptation basées sur les écosystèmes qui sont quand même assez émergents dans la littérature. Les leviers institutionnels, donc politiques et programmes gouvernementaux, j'en illustre un exemple ici avec, on en a déjà parlé, la stratégie gouvernementale d'adaptation au changement climatique. Dans le milieu municipal aussi, il fait beaucoup d'efforts en ce moment sur ce sujet-là. Et puis il existe déjà des plans d'adaptation municipaux dans certaines villes, notamment à Sherbrooke, Trois-Rivières, et puis récemment Montréal a annoncé son plan d'adaptation aussi. On parle aussi de lois, de normes et de règlements. Ici, le but, c'est d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les lois, soit dans les nouvelles lois, soit dans des lois qui sont révisées. Mais là, j'ai illustré l'exemple d'une norme, la norme du Bureau de normalisation du Québec sur l'aménagement des stationnements pour justement contrer les îlots de chaleur urbains. Donc c'est l'exemple d'une norme. Des associations professionnelles peuvent aussi être amenées à sensibiliser leurs professionnels. Et puis aussi, dernière catégorie institutionnelle, c'est les outils économiques et financiers. Puis là, on parle d'assurance, de taxes, de subventions.
On parle aussi d'ajustement des prix des ressources qui doivent ou qui peuvent refléter l'impact des changements climatiques. Et on parle aussi de diversification économique, notamment dans certains secteurs, en particulier le tourisme et l'agriculture, qui bénéficieraient beaucoup de diversifier leurs ressources, leur économie, qui permettrait donc de les rendre plus résilients face aux impacts des changements climatiques. Le savoir et l'information, là on parle d'outils d'information spécialisés en appui à l'adaptation. J'ai quelques exemples qui l'illustrent. Notamment, j'ai choisi celui-là parce que l'Atlas hydroclimatique qui est publié par le Centre d'expertise hydrique du Québec, plusieurs d'entre vous le connaissez déjà. Il vient d'être mis à jour, donc il y a une nouvelle édition 2015 qui vient de paraître récemment. Il y a beaucoup d'atlas, l'Atlas agroclimatique. Ouranos a aussi développé l'Atlas de scénario climatique pour la forêt. La cartographie des îlots de chaleur urbains en ligne, on a déjà vu cet exemple. Cartographie du pergélisol, donc savoir où le pergélisol reste gelé, où il y a des risques de dégel et donc où il faut éviter de construire donc, des bâtiments. Évidemment, c'est un outil très, très utilisé et très utile pour l'aménagement des villages nordiques au Québec. Et puis le dernier, mais non des moindres, Internet est maintenant incontournable. Et dans le secteur de la santé en particulier, je pense que c'est un très bon exemple où un portail web peut permettre le transfert des connaissances vers la population en général. Donc je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, à visiter Mon Climat, Ma Santé. Je pense que ça intéresse tout le monde ici. C'est vraiment un site très très bien fait. Finalement, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les connaissances hybrides. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est souvent des connaissances scientifiques qui sont combinées avec des savoirs locaux, des savoirs traditionnels ou des savoirs autochtones. Et en fait, c'est cette combinaison qui fait une plus-value et qui aboutit à quelque chose d'intéressant parce que souvent, ce sont des données ou de l'information qui peuvent venir compléter, confirmer et même parfois même pallier le manque de connaissances scientifiques, par exemple dans des régions éloignées ou dans des secteurs qui sont peu encore étudiés. Donc j'en arrive à la dernière étape de l'adaptation. Donc si on a bien suivi toutes ces étapes, il arrive un moment où finalement on est prêt à mettre en œuvre les mesures d'adaptation. La question maintenant, c'est comment la réussir? Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des pièges à éviter. Donc pour une mise en œuvre réussie, il faut s'attaquer aux barrières, aux obstacles et aux limites. Parce que ce sont justement ces barrières qui vont entraîner des coûts d'adaptation beaucoup plus élevés que prévu, ou qui vont même réduire l'efficacité des mesures d'adaptation, ou certaines fois nous faire rater des occasions qui auraient pu être bénéfiques. Le GIEC, de façon globale, très générale, le GIEC dit essentiellement que c'est le manque de coordination entre les acteurs à tous les niveaux qui est une des plus grosses barrières à la mise en œuvre de l'adaptation en ce moment. Au Canada et au Québec, l'analyse de la littérature nous montre qu'il y a des carences dans différents domaines, notamment en termes d'accès à l'information et à sa communication, en termes de ressources et de compétences, en termes de gouvernance et de normes, et finalement aussi au niveau de certains facteurs cognitifs. Donc là, ça veut dire, par exemple, la perception du risque que les différentes personnes se font ou la valeur vis-à-vis de certains enjeux qui peut être différente d'un groupe à l'autre ou d'une personne à l'autre. Des facteurs psychologiques ou tous les facteurs qui rentrent dans la prise de décision, par exemple, qui peuvent être différents d'un décideur à l'autre. C'est aussi variable selon les secteurs d'activité, évidemment. Il faut éviter la maladaptation. La maladaptation, c'est quoi? C'est en fait toutes des mesures qu'on dirait faites pour l'adaptation, mais qui en fait vont être contre-productives, qui vont faire exactement l'inverse de ce qu'on désire. Par exemple, les mesures qui auraient tendance à augmenter la vulnérabilité, évidemment, ou qui diminueraient les capacités, les opportunités, ou qui accroîtraient les risques vis-à-vis des changements climatiques. Alors là, pour éviter la maladaptation, les experts nous disent de regarder différents composés. Par exemple, éviter les mesures, évidemment, qui auraient tendance à augmenter les gaz à effet de serre. C'est évidemment pas ce qu'on veut. Faire des analyses coûts des différentes options pour s'assurer qu'on choisit l'option qui est la plus intéressante économiquement.
éviter les mesures qui auraient tendance à renforcer les inéquités. Autrement dit, s'assurer que la mesure qu'on va mettre en place ne va pas favoriser un groupe ou un groupe de personnes ou un secteur par rapport à l'autre. S'intéresser aussi aux facteurs de motivation et éviter les mesures qui auraient tendance à démotiver les gens. En fait, c'est évidemment pas ça qu'on veut aussi. Et finalement, investissement, en fait, là j'ai mis investissement, c'est juste pour résumer le fait qu'il faut que s'il y a des gros investissements, des investissements majeurs, comme par exemple dans les grandes infrastructures qui vont être mis en place, il faut s'assurer que c'est vraiment les bons choix. Car une fois que l'argent va être mis dans ces investissements, ben, peut-être que c'est de l'argent qui va manquer pour d'autres mesures d'adaptation. Donc ça aussi, il faut faire attention à ne pas mal adapter. Et une fois que les mesures sont en place, il faut mesurer les progrès et évaluer, évaluer l'efficacité des actions. Et puis là, je mentionne juste le projet Ouranos qui a été fait en collaboration avec l'École nationale d'administration publique, qui a développé un référentiel d'évaluation d'un programme d'adaptation au changement climatique. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez le consulter. Évidemment, poursuivre les recherches sur les impacts et l'adaptation. J'ai mentionné quelques-uns des domaines dans lesquels ces recherches sont vraiment requises de toute urgence, j'allais dire. Et en particulier, sans jeu de mots, je parlais d'urgence, mais des études à long terme, en fait, l'analyse de la littérature nous montre qu'il y a finalement très peu de gens qui s'intéressent à l'adaptation à très long terme. Donc peut-être des idées de pistes de recherche pour certains. Finalement, l'adaptation, c'est aussi saisir les opportunités et savoir les saisir, parce que là, je ne vais pas insister sur ces 4 exemples, les différents secteurs qui pourraient éventuellement bénéficier de certains effets positifs du changement climatique, à condition qu'ils soient quand même en mesure de s'adapter pour pouvoir justement saisir ces opportunités. Donc là, je n'insiste pas puisque Béatrice, dans la partie 2, vous en a quand même dit quelques mots. Donc pour terminer, quelques messages clés que j'aimerais que vous reteniez, puis qui ressortent à la lecture du document. Donc le Québec est en route vers l'adaptation, ça ne fait plus aucun doute, parce qu'il y a eu de gros efforts en recherche et développement, aussi bien en sciences du climat qu'en vulnérabilité, impact et adaptation dans les dernières années. Mais c'était surtout des études d'impact biophysique et socio-économique. Maintenant, il faut essayer de se tourner de plus en plus vers les solutions. Le développement des connaissances, d'informations et d'outils est essentiel, mais ça ne garantit pas le succès des mesures mises en place. Il va falloir documenter l'utilisation des outils existants pour mieux connaître leurs effets, connaître leur efficacité et surtout pour pouvoir les raffiner et les ajuster avec le temps. Et donc, ça nous amène à parler de gestion adaptative, qui est vraiment le type de gestion qu'il faut mettre en place dans ces cas-là pour pouvoir s'ajuster au processus d'adaptation et justement pouvoir le modifier au fur et à mesure qu'on va apprendre des actions passées. Et puis le dernier message qui est très général, qui pour certains d'entre vous paraîtra même évident, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler, le développement durable passe forcément par une adaptation au changement climatique qui soit réussie. Voilà, merci beaucoup.